Bienvenue à Saint-Quentin dans l'Aisne pour une émission spéciale. On va visiter les chaînes de production Yamaha et MBK, des motos, des scooters. On va parler bien sûr de la reprise d'activité après la pandémie, après le Covid. Et puis on va parler avec Éric De Seyne, le patron de Yamaha Europe, et Milko Potisek, le dernier vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Et bien de l'actualité moto, de sport bien sûr, et des nouvelles du monde de la moto. C'est tout de suite. On va parler de production de motos, de production de scooters avec François Mazure qui nous accueille dans son usine de Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Éric De Seyne, habitué de l'émission. Éric, tu es venu de loin pour nous rejoindre ici chez Yamaha à Saint-Quentin. Oh, d'habitude, je ferais pu venir de plus loin, mais actuellement, c'est vrai que le lointain reste raisonnable. Tu as bien suivi la reprise de la production ici à Saint-Quentin, notamment. Oui, évidemment, c'est un travail d'équipe. Mais c'est vrai que cette période de confinement a été très particulière et que nous sommes avant tout industriels, producteurs. Il y a une activité de retail, évidemment, de détail, de revente, mais tout commence par la production et c'était très important de redémarrer la production le plus vite possible. Avec nous également, Éric Sélis. Bonjour David, bonjour Salut messieurs. Eric. Reprise également Oui, reprise. de toutes reprise les des activités. hostilités. Oui, enfin de toutes, pas tout à fait, mais en tout cas d'un certain nombre. Et ça fait du bien. Tu as beaucoup suivi l'actualité sportive notamment. Oui, j'ai été débordé avec toutes les courses qu'il y a eu depuis le mois de mars. Ça a été compliqué de tout suivre. Mais voilà, non, on arrive, on va dire, vers les beaux jours et c'est pas qu'une question de saison et on espère qu'effectivement tous les programmes sportifs vont pouvoir reprendre et je pense que je suis pas le seul à attendre tout ça. Bon, on va se plonger en tout cas dans la production de motos, la production de scooters. François, quand est-ce que la reprise a eu lieu, a été effective ici à Saint-Quentin ? Alors on a fait une reprise assez progressive en réalité parce que bon, c'est assez facile d'arrêter l'usine, c'est plus compliqué en fait de la remettre en route, surtout dans le contexte du Covid. Donc là aujourd'hui on peut dire qu'au moment où je vous parle, on a repris en fait le niveau de production qu'on avait avant le Covid. D'accord, donc avec des masques, on ne les porte pas parce qu'on a les distances de sécurité ici, mais on s'est nettoyé les mains, on a retiré nos masques. Éric, quand est-ce que vous avez décidé, quand est-ce que vous avez su que vous alliez reprendre la production ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, je pense que cette crise, elle avant tout été sanitaire et donc émotionnelle. Donc il a fallu tenir compte de cette dimension humaine et émotionnelle dans la manière de gérer et de passer les pics de cette crise. Donc avec l'usine, avec François, avec Patrice, qui est le président de l'usine, et Olivier Prévost, qui au niveau de l'Europe coordonne nos différentes usines, parce qu'en fait, on a Motori Minarelli en Italie, qui produit les moteurs qu'on assemble ici chez MBK. Dans quelle partie de l'Italie ? Oui, aussi à Bologne, et donc qui malheureusement a été dans la partie nord, très touchée par le Covid. Et puis, on a aussi notre centre de R&D, Recherche et Engineering, qui est à Milan. Et donc, Olivier Prévost coordonne l'ensemble de ces différentes entités qui doivent travailler de concert. Et donc, nous avons pris la décision de stopper la production juste avant la déclaration du confinement en France. Et je crois que c'était un signe fort qui montrait que l'employeur que nous sommes prenait ses responsabilités et ne voulions pas mettre en risque notre personnel. De la même façon, lorsqu'on a décidé qu'il pouvait être temps de reprendre la production, on a pris toutes les mesures et moi je veux vraiment saluer le travail qui a été fait ici chez MBK parce qu'au niveau des mesures sanitaires, il y a eu un travail extrêmement profond qui a été entamé dès le confinement. Ça veut dire qu'on n'a pas attendu qu'il y ait des perspectives qui soient données pour qu'on travaille dessus et tous les process ont été revus. On a essayé de redémarrer fin avril. On avait un grand frère pas très loin qui est Toyota qui a pu redémarrer fin avril. Donc c'était important de montrer qu'il y avait des signaux de l'industrie qui étaient prêts à se remettre en route. Et je pense que dans l'industrie moto, on a été peut-être un des premiers à reprendre nos productions ici en Europe. Et ça a été vraiment le travail des équipes autour de François. Par rapport à ça, j'ai deux questions. Est-ce que il y a eu une harmonisation au niveau de tous vos sites de production européens sur les normes à respecter et au niveau de l'usine de MBK ici, François, comment a été perçu le message de retour à l'activité par vos employés et vos collègues ? Oui, c'est ce que Éric disait, hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé pratiquement dès la fin, dès le moment où on a arrêté l'usine, on a commencé à mettre en place une équipe pour justement pouvoir la redémarrer. Hein.
On a redémarré donc progressivement. On a commencé par des petits ateliers. Nous ici, on n'a pas que des activités d'assemblage, on a aussi des activités de soudure, des activités d'injection, des activités de peinture. Donc c'était plus facile sur ces ateliers-là. Et le problème majeur, c'était au niveau de la ligne d'assemblage. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la ligne d'assemblage, vous avez 54 salariés qui sont sur une zone assez courte, qui sont en plus en vis-à-vis. Donc ça posait un certain nombre de questions. Et puis au-delà de ça, notre priorité, c'était quand même avant tout la mise en sécurité de nos salariés par rapport à la crise sanitaire. Et puis, il y avait quand même beaucoup d'angoisse, donc il a fallu effectivement les rassurer. Ça veut dire que quand on est reparti très progressivement. On a été obligé de faire de la formation, expliquer comment ça marchait. On a aussi travaillé beaucoup avec les partenaires sociaux. On a fait valider en fait les différents travaux qui avaient été faits par les équipes de sécurité par les commissions CSSCT. On a conduit un certain nombre de CSE, tout ça pour que tout le monde se sente à l'aise et qu'on puisse redémarrer dans des bonnes conditions. Ce qu'on ne voulait surtout pas, c'est que nos personnels reviennent avec la peur au ventre. CHSCT, comité hygiène sécurité, aujourd'hui plus que jamais en avant dans les entreprises. Il y a beaucoup de dialogue, j'imagine. Oui, je crois que ce qui est très important, c'est qu'on ne peut pas redémarrer un site de production comme celui-ci, qui emploie à peu près 800 personnes avec les intérimaires, contre l'avis du personnel. Il faut que ça se fasse dans une envie commune et une synergie commune. Et c'est ça qui a été très important dans le travail mené par François et les différents organes de représentation des salariés, c'est que l'ensemble de la direction, des employés, des ouvriers, se sentent confortables sur la manière dont les étapes se passaient les unes après les autres pour remettre en route cette usine. Et c'est extrêmement important pour nous parce que, évidemment, comme vous l'imaginez, on a à peu près 80 000 machines qui sont produites ici en Europe et le reste de nos ventes au niveau total européen, qui représente à peu près 140 000 motos, viennent soit d'Asie, soit du Japon. Toutes ces motos d'Asie et du Japon, elles étaient déjà sur les bateaux lorsque le Covid s'est mis en route. Ce qui fait que lorsqu'on s'est retrouvé en période de confinement, on avait globalement 2 mois de vente à venir qui étaient déjà sur les bateaux. Donc on n'avait pas de risque de stock ou de disponibilité lorsqu'il faudrait nourrir cette reprise. Et nous sommes dans cette période-là. Alors que quand on est ici avec une usine qui est au contact des marchés, par définition, il y a beaucoup moins de stock tampon entre la moto sortie de chaîne et le moment où elle se retrouve dans les mains du client chez le concessionnaire. Donc notre capacité d'absorption pour relancer le marché est beaucoup plus contrainte ici que sur des productions asiatiques. C'est pour ça que c'était très important de pouvoir anticiper au mieux et être sûr que les chaînes de production ont pu redémarrer début mai, alors que le déconfinement officiel est arrivé 15 jours plus tard, ce qui nous a permis de commencer à réamorcer la pompe. Et malgré ça, parce qu'on fait, je dois dire, d'excellents produits ici, pour le moment, malheureusement, il y a de l'attente. On fait le maximum. Quels produits sont faits ici? Quelles motos, quelles scooters? Oui, aujourd'hui, on a principalement 2 segments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les maxi scooters. Donc, c'est toute la gamme des X-Max, de X-Max 125 jusqu'au X-Max 400. On ne produit pas le T-Max. Le T-Max est fabriqué au Japon. Et puis au niveau du deuxième segment, c'est les segments moto. Et là, on fabrique 2 types de motos, ce qu'on appelle nous ici les petites motos, ça va être les motos 125, YZF et MT. Et puis les motos, alors, ce qu'on appelle les grosses motos, qui sont en fait des motos plutôt moyennes, mais bon, la Ténéré évidemment, qui est notre fer de lance, la nouvelle Tracer et puis la XSR. Comment ça se passe au niveau des chaînes d'assemblage? C'est chaque ligne est dédiée à un produit ou il y a de la mixité? Comment ça se passe? Oui, alors on a une ligne dédiée au maxi scooter. Et au niveau des motos, on a également une ligne dédiée à la moto et on a une ligne qui est polyvalente. Pourquoi ? Parce qu'on fabrique encore, mais c'est la fin, on s'arrête là cette année, on fabrique encore des petits scooters 50 et on est en train en fait de transformer cette ligne-là en une ligne polyvalente pour fabriquer des motos, notamment la Tracer sur cette ancienne ligne de 50cc. Alors on va aller les voir, ces lignes de montage. Eric, tu es allé voir la ligne de montage scooter, mais auparavant, on va passer aux brèves. D'abord, une brève sur les guides touristiques Michelin qui cherchent des essayeurs, Eric. Oui, qui cherchent des essayeurs, rédacteurs polyvalents et fournisseurs de bons plans. Donc, à savoir les itinéraires, les bons points d'accueil, j'imagine les sites touristiques, les réseaux sur lesquels on peut s'appuyer, j'imagine, dans les visites. On est en train de donner un plan, là. C'est peut-être pas une bonne idée, non? Mais est-ce que ou alors ça on va se faire payer un job de rêve, ça?
Je ne sais pas si ça se parente plutôt à de l'ubérisation, non, de la rédaction journalistique, mais bon. Eric, écoute, c'est un job de rêve d'aller se balader. Bah, en tant que client, c'est un job de rêve. Maintenant, je pense qu'en tant que client du futur guide, c'est important aussi d'avoir une vraie conscience de la qualité de ce qu'on peut trouver ou on peut lire. Je pense que le risque de ce genre de choses, c'est qu'il n'y ait pas de filtre et qu'entre l'avis de l'un et l'avis de l'autre, à l'arrivée, on peut avoir peut-être des écarts qui seront un peu périlleux. Je sais pas, faut voir. on va postuler pour le guide Michelin aussi, on sait Ah jamais. bah, bonne idée, on a Hein, du temps en plus voilà. pour ça. Voilà. Autre news, c'est sur le vol. Il y a un observatoire chaque année Coyote qui a été fait sur le vol. Les scooters sont 2 fois plus volés que les motos. Les Yamaha sont concernés. Je pense que oui, les scooters sont plus volés, mais parce qu'ils sont plus urbains, ils sont plus accessibles. En général, quand on utilise son véhicule en ville, on n'a pas toujours de parking et donc il dort dehors. Alors qu'en général, quand vous êtes plutôt moto, vous êtes plutôt un peu plus banlieue, province. Et là, en général, vous avez un parking mieux sécurisé. Donc, je pense que c'est déjà c'est la nature de l'usage qui fait que, bah oui, les scooters peuvent être plus volés. Maintenant, nous, bah, en tant qu'acteur majeur du scooter, évidemment qu'on est concerné. On est assez content parce qu'on a perdu la première place. Donc, chacun son tour. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Le T-Max n'est plus le. Non, le T-Max véhicule n'est plus volé. le plus volé et je crois que c'est le résultat aussi d'un effort qu'on a fait puisque ça fait maintenant plus de 4 ans que le T-Max est équipé c'est ce que d'un j'allais traceur, d'un équipement qui est vraiment qui permet de pister et de tracer le T-Max. Et ceux qui peuvent s'y intéresser, en tout cas en se servant dans la rue, le savent. Donc peut-être qu'ils sont moins tentés qu'avant, espérons. Personne vient se servir directement à l'usine, François. Non, C'est jamais je arrivé. confirme. Non. Non, C'est quand même assez lourd, hein, c'est pas facile à emporter. ouais, puis c'est sécurisé. Alors tout de suite, on va visiter avec toi, Eric, la chaîne de montage des scooters. C'est les X-Max 125, c'est ça? Ouais, on est aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas, puisque François va nous expliquer pendant le reportage que ça travaille en fenêtre, hein, par rapport justement par rapport à ces mesures Covid. Donc ce matin, la ligne scooter, c'est le X-Max 125. Vous portiez le masque? Tout à fait. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors François, ça y est, on est dans le vif du sujet. On est sur la ligne de production et ce matin, ce sont des scooters 125, c'est ça? Ah, exact, on fabrique sur cette ligne-là donc toute la gamme X-Max. Donc là ce matin c'est le X-Max 125 comme vous pouvez le voir. On est sur une configuration qui est la configuration d'avant Covid, donc on est à pleine capacité. On a 54 monteurs en fait sur la ligne, comme vous pouvez le voir, avec évidemment mis en place tous les systèmes de distanciation. Le port du masque qui est obligatoire au sein de l'entreprise. Ouais, d'ailleurs, ça nous habille bien. Hein. Voilà, oui, là, voilà, c'est tout. Hein. Et puis le port soit de lunettes, soit d'une visière, hein, pour les vis-à-vis, parce que comme vous pouvez le voir, nos monteurs travaillent par binôme, hein, par équipe de deux. François, concrètement, la capacité de production journalière, elle varie. Ici, sur le X-Max 125, c'est combien d'unités par jour? Alors, on est de l'ordre de 200 machines par jour. Hein. Alors, évidemment, ça peut fluctuer un peu en fonction du modèle. Et puis ça peut fluctuer aussi en fonction de l'amplitude horaire. On a 2 systèmes d'amplitude horaire. Une amplitude horaire haute saison, 8h20 par jour, et une amplitude horaire basse saison, 7h par jour. Évidemment, en fonction de l'amplitude horaire, on va fabriquer plus ou moins de machines. Concrètement, qu'est-ce qui est produit chez vous ici à Saint-Quentin et qu'est-ce que vous recevez de la part de Yamaha? Alors c'est vrai, nous ne sommes pas qu'une usine d'assemblage. Hein. On a d'autres métiers, on a 4 métiers principaux ici chez MBK. Le premier métier, c'est la soudure. Donc on va souder les cadres. Le deuxième métier, c'est l'injection. On a une presse 1000 tonnes, une presse 1800 tonnes. On va injecter toutes les pièces de carénage, toutes les pièces plastiques. Ensuite, on a des métiers de peinture. Donc au niveau de la peinture, on fait 2 types d'opérations. On va peindre les cadres, donc on va les plonger dans un bain de peinture, hein, c'est le système de cataphorèse par électrodéposition. Et puis on a aussi des robots de peinture qui vont peindre, là cette fois-ci, les pièces de carénage. Ça c'est la 3e activité. Et puis la 4e, c'est effectivement l'activité d'assemblage. François, on arrive en bout de chaîne, donc là on voit que le X-Max a pris forme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite comme opération? Il y a du contrôle, j'imagine. Oui, alors là il est terminé, enfin quasiment terminé, hein, c'est le dernier poste, hein, donc le seul 54e on va dire. Maintenant il va y avoir des tests fonctionnels, hein, c'est-à-dire on va le mettre en route, on va mettre un peu d'essence en fait dans le carburateur, on va vérifier que tout marche bien. Si tout fonctionne bien à ce moment-là, l'opération suivante c'est une opération d'emballage. Donc François, au niveau du marché, on sait que le X-Max est en concurrence frontale avec le Forza de chez Honda.
La capacité, vous nous disiez, c'était à peu près 200 unités jour. Est-ce que c'est votre capacité maximale ou en fonction de cette concurrence, vous avez matière à pouvoir l'augmenter? Alors, dans notre configuration actuelle, c'est notre capacité maximale. Maintenant, là où on peut moduler, c'est en fonction des modèles. C'est-à-dire si la demande commerciale va nous demander, admettons, plus de 125 par rapport aux 300, on peut fabriquer plus de 125, à la condition évidemment que tous les appros soient... Oui, évidemment. Voilà, toutes les pièces soient là. Ok, bah merci beaucoup François. Et puis ce que je vous propose, c'est tout simplement de nous retrouver en plateau avec David. Les chaînes de production du X-Max 125, est-ce que ça a changé quelque chose, la période de confinement, le retour au travail? Alors bon, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a fait un retour progressif en fait, au travail. C'est vrai qu'au niveau des monteurs, ça a nécessité quand même, et au niveau de nos services méthodes, beaucoup de travail en amont. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on a souhaité limiter en fait, le nombre de personnes en chaîne, donc on a recommencé la production à mi-capacité. Et mi-capacité, ça veut dire qu'à la place d'avoir 54 monteurs en chaîne, on n'en a que la moitié. Ce qui veut dire que chacun doit faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des passes qui sont 2 fois plus longues. À la place de faire 2 minutes de travail, eh ben, il faut passer à 4 minutes. Et ça nécessite évidemment de la formation supplémentaire qui doit être faite. Je voudrais juste dire que, là encore, je voudrais quand même remercier l'ensemble des salariés et la direction parce qu'on n'a pas eu de flottement. On voit bien avec les mesures gouvernementales qu'à chaque fois qu'il y a un flottement ou il y a des incohérences, les gens s'en rendent compte et ça de nouveau réinsinue cette notion de risque. Ici, il n'y a pas eu de flottement. Tout a été vraiment décidé en harmonie avec les salariés et l'ensemble des chefs de ligne et qui a fait qu'on a pu remonter en production. Et derrière, c'est important. Premièrement, MBK, aujourd'hui, on est quand même le 4e producteur de motos en Europe, derrière BMW, KTM. On ne sait pas qui est devant parce que maintenant qu'ils ne produisent pas qu'en Europe, on ne sait plus très bien ce qu'ils produisent en Europe. Donc, on va rester pudique là-dessus. Et Piaggio. Bon, mais nous sommes le 4e producteur en Europe. C'est quand même 80 000 machines, c'est 600 salariés permanents, c'est des intérimaires. C'est une grande responsabilité sociale et industrielle. Derrière, aujourd'hui, ce qui a été fait ici et ce qui a permis de passer globalement de 200 machines produites à 400, 450 au mieux. Aujourd'hui, chaque jour, on arrive à produire environ 450 machines. Ça alimente nos réseaux de distribution. Et je parlais avec un de nos gros concessionnaires vendredi dernier qui me disait « Formidable, Eric, depuis cette semaine où on voit que les cadences reprennent, je devais m'engager par rapport à un délai de livraison pour un X-Max auprès d'un client à fin juillet. Maintenant, je propose fin juin. Proposer à un acheteur de scooter, vous recevez votre moto dans 15 jours ou vous la recevez dans 6 semaines, ce n'est pas la même. Donc, derrière tout ça, il n'y a pas que des chiffres, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi une réalité de dynamique marché qui repart. Et moi, je voudrais vraiment saluer ça parce que nous, ça nous fait du bien et ça fait du bien à nos concessionnaires et ça fait du bien au marché. Et donc, quand on fait du bien, on est content. Je pense que dans ces moments-là, la qualité de votre équipe est fondamentale. Et depuis 6 ans, on a beaucoup travaillé au niveau de Yamaha Europe, en harmonie avec nos branches, mais aujourd'hui, on a un comité de direction, on a un comité exécutif qui se parle beaucoup. Et notre première réaction dans l'entrée du Covid, ça a été de mettre en place un groupe WhatsApp entre nous où on pouvait communiquer en permanence ce qu'on recueillait comme information, comme éclairage. On avait un management committee toutes les semaines, quoi qu'il arrive, pour suivre l'ensemble des actions opérationnelles et rester avec du grip sur nos enjeux qui répondaient à ces 3 domaines majeurs. Donc je crois que la circulation de l'information, la complicité entre les équipes et la manière dont les uns ou les autres viennent se soutenir en ne se trompant pas d'objectifs, c'est ça qui fait le résultat. Et pour moi, ce qu'on a fait au niveau industriel, évidemment, pouvait s'inspirer de l'expérience d'autres, mais il faut savoir garder son cap. Alors ici à Saint-Quentin, on est au point zéro, entre guillemets, du produit Yamaha. Le réseau, tu en as parlé, Eric. Dans quel état il est aujourd'hui avec ce redémarrage? Est-ce que globalement, il y a des points d'inquiétude sur certains points de vente ou est-ce que globalement, ils ont pu traverser cette crise relativement sereinement? Alors, première chose, tout comme François et les équipes ici d'MBK ont veillé à garder une veille active, même pendant la période de confinement, je sais que moi j'ai donné comme consigne au niveau Europe de se dire, attendez, on laisse les gens respirer 10 jours après le confinement, parce qu'on est encore dans l'émotion et dans le choc. Et on a vu des concessions qui tout de suite ont baissé le rideau sans trop réfléchir. Et à partir de 10 jours, on a commencé à rediscuter avec nos concessionnaires pour leur demander de réouvrir les ateliers. On avait une latitude, une petite fenêtre, qui était que les ateliers étaient considérés comme une activité nécessaire. Donc,
on a réouvert les ateliers. Et la France, par exemple, a eu un moment, pendant 10 jours, on a eu qu'à peine 30% de notre réseau atelier qui était ouvert. Et en 15 jours, on est repassé à 60%, puis 70%. Ça avait deux vertus. La première, c'est que d'un seul coup, on gardait le contact avec nos clients. On montrait qu'on était dans une forme aussi de défense des intérêts de tous. La deuxième chose, c'est qu'on maintenait un flux tout de même économique et de remontée d'informations vivant entre le réseau et nous. La deuxième chose, c'est que dès qu'on a vu que le déconfinement allait intervenir, eh bien, on est reparti. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que tous les pays ont eu finalement des comportements plus ou moins homogènes. L'Allemagne a déconfiné très tôt, l'Italie était assez proche du comportement de la France, le Portugal s'est comporté un peu différemment en voyant ce qui se passait en Espagne et récupérant le virus après, la Scandinavie est restée ouverte, et nous étions tous, et j'avais demandé à chacun d'être très en phase avec tous les pays. Moi, j'ai jamais bu autant de café que pendant cette période-là parce que je faisais des coffee breaks by Skype avec nos différents pays. Mais donc, j'avais au moins 4 ou 5 réunions avec les équipes ou les concessionnaires du Portugal, de la Scandinavie, pour être nourris en permanence de la manière dont ça se passait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on voit que le comportement des clients a été le même partout en Europe en fonction de la date de déconfinement. Ah oui. Et donc, tous les marchés sont repartis de la même façon. Et aujourd'hui, ça turbine à fond. Donc alors, on est sur des croissances extrêmement fortes. Alors on va parler d'un pays en particulier qui a défrayé la chronique ces derniers temps, c'est le Royaume-Uni, dans les tops et les flops. Les tops et les flops. Le premier top qui s'apparente à un flop, on va parler de la Grande-Bretagne, et c'est un flop au niveau du virus, la gestion, oui, de la gestion de la crise. Néanmoins, en Grande-Bretagne, s'est organisée une campagne menée par les industriels, le lobby des industriels de la moto, pour faire valoir l'intérêt de rouler en 2 roues motorisées face à l'intérêt de rouler en transport en commun. Et moi, je trouve que c'est un top. Eric. Non, c'est un top sur l'initiative qui a été menée. La grande difficulté de la Grande-Bretagne, c'est que c'est encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le pays où le déconfinement est le plus compliqué. L'Écosse est encore confinée, les magasins sont encore fermés, l'Irlande du Nord est encore fermée. Donc aujourd'hui, ils ont démarré la communication, mais les magasins ne sont pas encore ouverts. Donc c'est un peu compliqué. Et il y a beaucoup de confusion en ce moment en Angleterre, qui est peut-être un des pays qui a le moins bien géré cette crise finalement à l'arrivée dans les faits. En ce qui concerne la promotion du 2 roues face au transport collectif, alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont besoin de le découvrir, mais dans le reste de l'Europe, les gens l'ont bien compris depuis très longtemps. Et on a vu, dès la sortie du confinement, beaucoup de nouveaux venus qui voulaient trouver le produit qui leur convenait. On a fait, mais comme d'autres, mais nous on a axé notre communication là-dessus et on a fait des communications aujourd'hui en France pour 69 €, pas d'apport, vous avez un NMAX et vous repartez pour apporter cette alternative au pass Navigo. Donc clairement, on s'est tous positionnés pour accompagner ce besoin qui est un besoin réel, légitime, même si derrière ça ouvre le chapitre qui est toujours ambigu, qui est qu'on a des pouvoirs publics qui ne voient qu'à travers le vélo, ce qui est franchement fatigant, parce qu'il n'y a pas que les vélos qui ont 2 roues et qui sont mobiles et qui sont agiles. Et donc heureusement... On va répondre qu'eux n'ont pas d'émission. Oui, ils n'ont pas d'émission. Le lobby des industriels de la moto, la ouais. chambre syndicale des importateurs. Est-ce qu'il y a une action à mener? On va en parler avec Jean-Luc Mars, notamment. Oui, je pense qu'il faut en parler avec Jean-Luc. Vous savez, quand j'ai quitté la chambre syndicale, moi, je n'avais pas voulu partir avant que toute l'industrie, tous les acteurs s'engagent pendant 3 ans sur un budget à mettre chaque année pour faire la promotion du 2 roues. Et donc, on a fait cette campagne à l'époque, télé. On s'en souvient, voilà, bon. C'était dans les tops. Donc on a essayé de faire ça. Alors, est-ce qu'ils utilisent cette année ce budget autrement? Je ne sais pas. Mais ce que je crois aussi, c'est qu'il faut entendre ce qui se passe. Et ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, les clients et les usagers ne sont pas totalement aveugles. Et on leur dit rouler en vélo, il y en a plein qui ne peuvent pas rouler en vélo, et du coup ils interprètent, je vais rouler en 2 roues, et viennent quand même nous voir. Nous, c'est ce qu'on voit dans nos magasins. Donc on n'a pas de problème de demande. Actuellement, il n'y a pas de problème de demande. On a des problèmes de production. Il faut qu'on arrive à livrer. Donc peut-être qu'il faut qu'on se garde un petit top pour la fin d'année. Ce sera peut-être plus utile. En ce moment, si on peut se le garder un peu sous le pied, c'est pas plus mal. Toi, Eric, tu roules un peu plus en vélo qu'en moto en ce moment? Allez, moi, je roule chez moi. J'ai la chance d'habiter sur une région proche de Paris qui est quand même assez privilégiée. Et oui, comme j'ai pas beaucoup d'activités professionnelles, oui, je fais pas mal de vélo, mais du vélo entre guillemets de route. Mais je comprends
comprends la problématique. Après, je pense qu'effectivement, il y a deux solutions, c'est-à-dire soit l'utilisateur intramuros, qui là, effectivement, pourrait être incité à plus prendre un vélo, parce qu'on sait bien que dans Paris intramuros, vu en plus les restrictions que Madame Hidalgo met au fur et à mesure, on ne va pas parler de la rue de Rivoli, mais par exemple, c'en est un flagrant, on est tenté à utiliser le vélo. Après, pour du commuting, comme tu le disais, sur des déplacements inter-banlieue ou banlieue à Paris, il est clair que le deux roues est une vraie solution, parce qu'on a tout sous la main, et au niveau mobilité, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Le deuxième top, je le porte, c'est la collection Motard Heureux. C'est une initiative de Moto Cambouis. Voilà, Motard Heureux Moto Cambouis avec un masque blanc, c'est pas mal. Avec un masque blanc et des moustiques sur les dents, on voit bien là. Donc voilà. Et il y a un deuxième masque qui est port du masque obligatoire, mais c'est rayé, et c'est port du casque obligatoire. On va passer au flop avec un flop sportif. On va revenir au sport tout à l'heure avec Milko Potisek qui est avec nous. Donc on va parler de l'Enduropal du Touquet, bien sûr. On va parler aussi de MotoGP parce qu'il s'intéresse au MotoGP depuis cette année, nous a-t-il dit. Le flop, c'est Iannone, Eric, qui va être suspendu. Peut-être, il y a une demande de 4 ans de suspension, ce qui signifierait une catastrophe pour le pilote italien. Clairement, on ne voit pas comment il pourrait rebondir après ça. C'est purement et simplement la fin de sa carrière. Après, bon, c'est des supputations. Ce serait on parle encore au conditionnel, mais lui qui avait fait appel pour diminuer sa sanction, qui était de 18 mois à l'origine, donc ce qui lui aurait permis de reprendre la saison 2021 en cours, admettons. Là, tout simplement, si vraiment c'est confirmé et si ça va au bout de cette démarche, c'est la fin assurée de sa carrière, malheureusement, Andrea Iannone. Et perçoit, je ne sais pas si c'est souvent les réputations. On sait que Iannone, il n'a pas forcément une bonne réputation. On colle une pancarte dans le dos d'un pilote. C'est vrai qu'il a un peu le côté bad boy, que ça n'a pas toujours été très bien dans ses relations avec ses employeurs, etc. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Mais en tout cas, c'est dommageable qu'un sportif de haut niveau, et quels que soient les motifs de son talent, soit à ce point-là pénalisé, parce que clairement, c'est la fin de sa carrière. On va enchaîner avec un essai, François. On parlait de fer de lance tout à l'heure de la production, ici, la Ténéré 700 et la Tracer 700 également, avec le bicylindre. Eric, on est allé se balader avec ces deux motos et on en a parlé, évidemment. Oui, et puis la Ténéré, c'est quand même dans le top 5 des immatriculations en Europe, malgré les contraintes de production qu'on lui met sur la tête en permanence. Donc c'est plutôt encourageant. Et oui, on est face à des motos, mais on va les découvrir. On regarde l'essai et on en reparle après, François. On a eu un peu de chance parce qu'on est arrivé juste au moment où il commençait à pleuvoir un peu dru. L'essai de cette Ténéré 700, de la MT-07 Tracer, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a une pour les grands, une pour les petits? Déjà physiquement, oui, on peut le dire. Maintenant, à la conduite et à l'usage, c'est pas aussi évident que ça. La Tracer, c'est vraiment une moto pour découvrir la route, pour découvrir le GT, avec une version quand même qui est en 35 kW pour les jeunes permis, et puis une version full. Donc c'est vraiment la polyvalence en essayant de rester intègre sur l'esprit de la TDM, qui est finalement la mère de cette moto, ou la grand-mère. Avec le même moteur, quasiment twin. Un vertical twin, un moteur souple, coupleux, et en gardant une hauteur de selle raisonnable, et une étroitesse et une facilité de conduite. Moi, je trouve que c'est la moto de Clooney, quoi, du genre, c'est le Nespresso de la moto, ce truc-là. Ouais. Quand tu l'essayes, tu te dis, mais finalement, pourquoi dépenser plus? Et c'est vrai qu'elle t'en donne beaucoup pour son prix. La Ténéré, c'est différent, parce que depuis le départ, comme on avait elle, pourquoi faire un trail pseudo-routier alors que tu as déjà ton trail routier? Donc si tu fais un trail, tu le fais vraiment. D'où la hauteur de selle. D'où la hauteur de selle, parce qu'à un moment, une moto tout-terrain, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut que tu aies de la garde au sol, il faut que tu aies du franchissement, il faut que tu aies des battements de suspension. Et si tu mets 200 mm de débattement de suspension, il faut qu'à un moment, ça ne touche pas en bas. Et comme le moteur est un vertical twin, il est relativement haut, pour ça,
à un moment, ta contrainte, c'est la hauteur de selle. Ouais. Alors après, on a un kit quand même, biellette, hauteur de selle basse, et puis une selle basse où on gagne 10. Donc en tout, on peut gagner 4 cm, ce qui est quand même sensible. Voilà, maintenant, c'est une moto tout-terrain, il faut l'assumer tout de même. Le pot à Krapovic est en option? Oui, il est en option. Là, sur cette moto-là, on voit qu'il y a la protection carbone, le pot à Accra qui est en option. Le sabot est d'origine? Le sabot est d'origine. Les parts ici, les parts Carter sont en option. Le reste est d'origine. C'est une vraie moto où on a envie de sortir un peu de la route. Ce que j'adore, On est d'accord. tu as l'impression d'être pétère dessus. Alors c'est qu'une impression. Non, moi je suis de Vesoul, moi j'ai l'impression d'être péter en selle. Non, mais c'est qu'une impression. Mais je trouve que tu sors, tu as le couple, tu as juste envie d'être debout et de te dire, et tu vois les images de Dakar avec l'autre qui est planté devant comme ça, tu te dis peut-être que je peux le faire. Faudrait la peindre en bleu du coup. Oui, mais on te le fait ça. C'est une moto qui répond, je pense que tu l'as senti, mais tu vois, c'est une moto qui répond vraiment à tes appuis qu'à le pied extérieur. Tu as une courbe en gravel à la noix, tu fous tout ton poids extérieur, hop, la moto elle ne dévie pas, elle reste et tu accélères. Tu as une attaque de la suspension qui est souple, qui absorbe, et pourtant tu ne vas pas en buter. J'ai une question pour revenir sur le moteur, est-ce que c'est strictement le même entre cette Tracer et celle-ci, la Ténéré, est-ce que c'est le même? Alors c'est triplement pas le même. Ah ouais. Alors, Trop fort. Pourtant c'est un double. Mais, Trop fort. Non mais parce que celle-là, elle est déjà Euro 5. Donc là on est sur le twin de la MT-07, mais déjà en version Euro 5. D'accord. Ici on est sur un twin issu du moteur de la MT-07, mais encore Euro 4, et modifié par rapport à la moto MT-07 Roadster ou l'ancienne Tracer 700, en ayant un moteur qui a un balancier d'équilibrage différent pour avoir plus de couple, plus de reprise et plus d'onctuosité sur la remise de gaz entre 3 et 6 000 tours. Donc essayer d'avoir vraiment une moto qui en tout terrain est parfaitement exploitable tout en gardant de la longe en haut. Celle-là est encore en configuration Euro 4 et c'est celle qu'on commercialise et elle passera Euro 5 avec le modèle de 2021 à la fin de l'année. La proportion des traceurs par rapport à la MT-07, c'est quoi? Mais bon monsieur, il faut qu'on en produise. Bon, ben non, on vient de la lancer par et là-dessus, le Covid nous tombe sur le poil. Par rapport à la MT-09, vous en attendez quoi? Non, alors en proportion, globalement, la MT-07 Tracer devrait pas être loin de la Tracer 900. Un peu en dessous. Pourquoi? Parce qu'en catégorie 700, on a quand même la Tracer 700, on a la Ténéré 700, on a la MT-07, on a la XSR 700, donc on a une palette très large. Et incontestablement, ces deux motos peuvent se concurrencer. On sait qu'on est avec une moto qui est best-seller. Celle-là est plus dans une logique de compromis d'offres. Quand on vend une Tracer 700, on vend presque deux Ténéré. Et cette moto-là, c'est le compromis parfait pour la personne qui veut à la fois faire du urbain, parce qu'en urbain, elle sera plus à l'aise qu'une Ténéré, grâce à sa hauteur de selle, un peu ce que tu disais, etc. Sa maniabilité, les roues sont moins hautes. Là, on a une roue avant de 21 pouces. Nécessairement, on va être plus maniable avec une roue de 18 pouces. Pour moi, le cœur de métier, il est des motos entre 6 000 et 10 000 euros. C'est là où tu peux prendre des clients. Et moi, je veux que des clients puissent acheter des motos neuves et ne soient pas contraints tout le temps à trouver des motos d'occasion. Merci, on va se mettre à l'abri maintenant parce que ça commence à tomber un peu là. On ne sent pas vraiment le désert chez les sables chauds. Là, allez, on rentre les motos et on se met à l'abri. Allez. On a parlé des différences dynamiques de la Tracer et de la Ténéré 700. François, est-ce qu'il y a des différences de production majeures entre les deux? Alors, on produit la Ténéré sur une ligne de montage, la Tracer sur une autre, mais on pourrait produire les deux machines sur la même ligne. Donc, c'est un peu une question d'organisation. Donc, je dirais d'un point de vue industriel, on peut faire les deux. Pas d'énormes différences structurelles entre les deux. Il y a plus d'écart entre évidemment les petites motos 125 et les motos 700, mais entre ces deux modèles-là, il n'y a pas d'écart majeur, je dirais. Évidemment, il y a des différences, mais elles ne sont pas majeures. Autant de temps pour fabriquer l'une que l'autre? À peu près la même chose, oui. C'est de l'ordre de combien pour Alors bon, nous on parle de temps global, enfin temps total. Donc le temps total, c'est pas uniquement le temps d'assemblage, c'est aussi le temps qu'on passe au niveau de la soudure, au niveau de l'injection. C'est très intéressant ça. Ouais. Voilà, donc en tout on est sur du 6 heures à peu près. 6 heures pour une moto, d'accord. Tout compris. Tout compris. Alors on va aller la voir, cette chaîne de production. Allons-y. Allons-y. Donc là, on est, François, sur la ligne de production de moto maintenant. C'est ça. Donc là, c'est vraiment la ligne de moto. Là, actuellement, on est en train de produire des MT 125.
Donc la configuration est proche de celle qu'on avait vue donc, sur la ligne Gros Scout. Hein, on a 52 salariés en ligne. Là, en ce moment, ils sont 52. Oui, D'accord. 52, oui. Alors même système, hein, toujours un système de binôme. Et puis les différentes étapes de construction de la moto. Donc là, c'est les MT125. Oui. Un peu plus loin, il y a les traceurs. Alors un peu plus loin, il y a les traceurs. Et sur cette ligne également, on fabrique, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais on fabrique également la Ténéré. D'accord. Pas aujourd'hui, mais. Pas aujourd'hui, mais. Là, aujourd'hui, c'est la traceur. Voilà, aujourd'hui, c'est un batch, on appelle ça des batchs. Bon, c'est la traceur. Demain, ça sera peut-être la Ténéré. D'accord. Est-ce que les moteurs sont fabriqués ici, assemblés ici? Alors les moteurs ne sont pas fabriqués ici. Les moteurs, en fait, viennent d'une autre usine du groupe Yamaha. Il y a combien de motos qui sortent d'une chaîne comme ça Alors sur une journée aujourd'hui, on est sur 190 motos. 190. 190 motos en configuration évidemment saison haute avec une amplitude horaire de 8h20. 8h20. D'accord. Là, elle a commencé à quelle heure la chaîne? Alors MT? celle-ci, elle a commencé à 13h20 parce qu'actuellement on fonctionne en horaire décalé pour raison Covid encore une fois. Et donc elle va finir à 21h, 21h20. Ah d'accord. Oui. Donc là, je vois, il y a des réservoirs. À chaque fois, c'est le même. Alors on a un lot de pièces, vous voyez. C'est le même lot de pièces. Voilà, on a un lot de pièces, c'est le même lot en fait. Un chariot correspond à une machine. Et évidemment, vous avez des lots de pièces différents suivant que vous vous trouvez à gauche ou à droite de la ligne. Et ça avance doucement. Et ça avance doucement, oui, tout à fait. D'accord. Et les opérateurs peuvent arrêter la ligne quand ils ont un peu de retard ou... Alors normalement, la ligne ne s'arrête pas, sauf s'il y a un problème majeur. À ce moment-là, l'opérateur en fait, va lever la main et le contremaître en fait, va stopper. Ah oui, d'accord, très bien. Et donc, il y a combien de modèles en tout qui sont... Alors, en réalité, on a plusieurs modèles à la fois de gros scouts, à la fois de motos. C'est pour ça que nos monteurs, en fait, ils sont formés sur les différents modèles. Ouais. Donc, il faut savoir qu'en fonction effectivement du nombre de monteurs qu'on va mettre sur la ligne et du type de modèle que l'on va fabriquer, ça nécessite une formation spécifique. D'accord. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a recommencé, après l'épisode du Covid à mi-cadence, on a été obligé de reformer l'ensemble de nos opérateurs parce que la durée de l'opération de chaque opérateur n'était pas la même. Les changements de modèle, c'est tous les combien à peu près? Alors les changements de modèle, ça peut varier parce qu'effectivement, nous on est calqué par rapport à une demande commerciale. Ouais. Donc c'est évident que si on nous demande plus de tel modèle ou plus de tel autre, à ce moment-là, on va bâtir notre plan de production en fonction de cela. D'accord. François, on est en bout de chaîne là. Oui. Donc on voit les motos, elles ressemblent maintenant à des motos. Voilà. Donc après, il y a des tests, comment ça se passe? Oui, alors il y a le test qu'on appelle le test fonctionnel. Ouais, je vois ça où là-bas. on va mettre en route la machine, on va mettre un peu d'essence en fait dans le carburateur. D'accord. On va mettre en route, on va vérifier les systèmes, par exemple le système ABS si on en a, etc. Vérifier les clignotants, enfin il y a tout un protocole. Et en fonction de ça, après la machine sera prête à être emballée. Merci pour l'accueil ici, merci pour la visite. On ne va pas retirer notre masque tant qu'on n'est pas sorti. Et c'est intéressant de voir que ça repart. Et ça repart, c'est ça. Et puis on espère que ça va repartir, voilà. Et il y a de la demande. Et il y a de la demande. On a des contacts chez les concessionnaires. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, parce qu'il nous faut quand même avant tout des clients. Merci François, on va retourner voir Eric Dessen là-haut. D'accord, merci. Merci, au revoir. On va s'intéresser maintenant aux écoles de pilotage, tout terrain, route, piste. Donc toi Laurent, c'est l'école de pilotage de Radigues notamment, mais c'est la piste? Alors tout à fait, on a H2S et de Radigues qui sont nos deux écoles de pilotage officielles Yamaha France. Donc l'école de pilotage officielle Yamaha, qu'est-ce que c'est en fait? C'est gage de qualité pour les formateurs, possibilité de louer des motos Yamaha, des R1, des R6, des R3 pour vos journées de stage. Des formules pour tous les niveaux, pour tous les besoins, qui va aussi bien d'une journée pour les débutants à des perfectionnements sur 2 jours avec un coaching vraiment personnalisé. Donc voilà, c'est vraiment pour tous les niveaux et c'est ouvert à tout le monde pour prendre du plaisir. Voilà, on va y revenir sur la piste. Du côté du tout-terrain, c'est le Ténéré Training Center, c'est ça? Ténéré Center, tout à fait. Donc programme client qu'on a initié en septembre dernier à l'issue du Ténéré Camp du côté de Barcelonnette. Où là, on est en train de monter en puissance. On a commencé avec deux centres Ténéré Center, un situé dans le Morvan avec l'appui de Yann Dupré, qui est pompier formateur diplômé d'État pour la formation moto.
et un autre du côté du Pays Basque avec le chevalier de Groenland, Serge Nuc. On voit pas qui c'est. Serge Nuc, voilà, pour les connaisseurs. D'accord. Et donc, grâce à ces deux centres Ténéré, voilà, on a un programme complet pour nos clients Ténéré 700 qui peuvent aller se perfectionner avec des stages d'initiation, tout niveau, débutants, intermédiaires ou expérimentés, notamment avec Serge. Et à côté de ça, on s'appuie sur notre agence de voyage Trairando, où là, vous pouvez faire des diagonales en Méditerranée, tout à fait, avec Philippe et son équipe, pour explorer les territoires donc, en France, notamment pendant les prochaines vacances, mais également à travers 13 pays dans le monde entier. Les fameuses diagonales en France. Et en fait, que ce soit Philippe Pernoud, Trairando ou Serge Nuc, ça peut être transversal un petit peu les expériences, parce que tous les deux, il y a de la route, il y a du tout-terrain. Est-ce que vous partagez des méthodes tous les deux ? Oui, tout à fait. Chez Yamaha, on a cette segmentation produit qu'on retrouve au niveau des hommes. Donc Laurent s'occupe de tout ce qui est partie piste, super sport, moi plus sur l'off-road et la moto, on va dire, de tous les jours. Mais effectivement, c'est des forces et des partenaires sur lesquels on s'appuie tout au long de l'année, que ce soit sur nos événements. Et notamment, Serge Nuc, voilà, est également exploité, si je puis dire, en termes de centre de pilotage sur la piste. Attention au vocabulaire avec Serge. Il vient de temps en temps sur les stages ? Tout à fait. Alors Serge, il intervient notamment avec H2S, donc on le voit de temps en temps. Vous étiez là l'an dernier à Manicourt, il était typiquement présent sur le stage de Manicourt. Également les écoles de pilotage, donc comme on le fait avec Serge Nuc, sont présentes. Malheureusement ça a été annulé avec le Covid, mais on avait prévu les Blue Crew Pro Days le 18 et 19 mars avec H2S. Donc c'est une journée pour les jeunes pilotes pour lancer la saison racing. Mais à coup sûr, il y aura d'autres activations avec nos écoles de pilotage. H2S, c'est Dominique Saron, hein, c'est ça, non ? Alors c'était Dominique Saron, maintenant c'est Cyril Luvier et David Sibéras que Dominique est sorti de l'école. Quand est-ce que ça reprend ces activités ? Alors pour les écoles de pilotage, H2S et de Radigues, d'ailleurs les deux redémarrent leur stage la semaine prochaine. Ils ont publié un nouveau calendrier. Voilà, ça n'a pas traîné, ils sont prêts, ils accueilleront avec les mesures de sécurité nécessaires. Un calendrier est mis à jour qu'on peut retrouver sur leur site internet. Et donc ils ont encore une bonne dizaine de dates, voire une quinzaine de dates jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a de quoi faire. Benjamin, le tout-terrain, ça reprend quand ? Pour les Ténéré Center, l'activité a déjà repris depuis la fin du confinement. Dans un premier temps, en respectant le périmètre des 100 km. Et puis petit à petit, voilà, on était un petit peu plus libre. Donc vous pouvez retrouver tous les plannings des différents stages et randonnées sur notre site internet Yamaha dans la rubrique You Experience. Avec un planning donc, qui court jusqu'à la fin d'année. Et j'encourage les personnes désirant faire un stage à s'inscrire assez rapidement, puisqu'on est déjà presque complet là, jusqu'au mois d'août. La question, est-ce qu'il faut posséder une Yamaha nécessairement, ou est-ce qu'il faut venir avec sa moto ? Est-ce que les deux formules existent ? Alors c'est une très bonne question, merci de me la poser. Les deux fonctionnent. Et, alors il y a des stages qui sont préfaits sur 1 ou 2 jours, mais après il y a également des stages à la carte. Vous pouvez venir avec un groupe d'amis, etc. Vous avez un encadrement personnalisé. Possibilité également d'être hébergé dans les chambres d'hôtes. On peut louer une Ténéré. Et vous pouvez pas la louer au sein du centre, mais par contre vous pouvez l'essayer. En revanche, par contre, donc j'ai un top pour vous et aussi une alternative à l'auto-train, c'est que depuis peu Yamaha a lancé son service de location courte durée pour une journée, un week-end, une semaine. Et donc vous pouvez louer là par ce biais-là une Ténéré ou tout autre produit de la gamme. Y compris pour venir faire un stage ? Non, quand même pas. Vous pouvez le faire. Bonne idée. C'est une question d'assurance après. Une question plus d'assurance après. Et de confiance en soi. Et pour la piste, vous prêtez des motos ou vous acceptez tout ? Pour la piste, c'est comme pour la partie off-road, donc vous pouvez venir avec votre propre moto, même si ce n'est pas de marque Yamaha. Si vous voulez essayer Yamaha, toute la gamme Super Sport est à laisser chez H2S, donc de la R3 jusqu'à la R1. Et chez De Radigues, il y a également des R1 possibles à laisser, enfin à la location pour une journée ou 2 journées de stage. Merci Laurent, merci Benjamin. Et puis on viendra un de ces jours sur un de vos stages. Eric de Seine est revenu, on va parler de sport évidemment avec toi. Eric, t'aimes bien ça. Et on a avec nous Milko Potisek, le vainqueur du dernier Enduropal du Touquet. Merci d'être venu, tu as fait beaucoup de route. J'habite Cassel, donc 1h30 de Saint-Quentin, c'est pas très loin. D'accord. Le fait de venir ici
reparler de compétition avec Eric notamment, ça te remet en selle. Comment tu as vécu ce confinement? Déjà, pour moi, c'était la fin de la saison sable. Donc, à la base, c'était vraiment l'entre-deux, je dirais. Le début de la saison. Voilà, le début de la saison de motocross devait débuter. Malheureusement, tout a été annulé pour l'instant. On parle de nouvelles dates et je les attends avec impatience, que forcément, la compétition, ça nous manque. Donc, j'ai hâte de pouvoir retourner en course. Et là, l'entraînement a repris, donc ça fait du bien aussi. Eric, il y a eu des initiatives avec les sportifs, les ambassadeurs Yamaha, mais pas seulement, les pilotes Yamaha. Combien vous en avez fait durant ce confinement d'interviews? Oui, on a essayé. Je pense qu'il y avait deux choses. C'est que d'une part, on voulait ne pas perdre la connexion entre nos passionnés, les addicts de sport, du sport moto, et les acteurs. Et je crois que c'était dangereux que l'un ou l'autre perde ce contact, s'ignore. Ça aurait été horrible. Donc on a essayé d'être un transmetteur utile pour garder cette communication, garder ce lien, garder cette motivation, parce que personne ne savait il y a encore 4 semaines si on partait sur une trêve qui condamnerait la saison 2020 ou qui permettrait d'en sauver un morceau. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et puis on a beaucoup travaillé aussi, nous, en tant que marque, dans le contact régulier qu'on a, soit avec les sportifs, avec les pilotes, mais aussi avec les teams. Enfin, moi, j'essayais d'appeler au moins une fois par mois nos team managers, nos pilotes, pour garder ce lien et leur montrer qu'on avait toujours envie. Et qu'on alors, était un là. Soutien à Christophe Guyot, là. Voilà, alors j'y Un pensais petit mot, en pour écoutant, Christophe, parce que vraiment, je trouve que Christophe est un des ambassadeurs de notre marque, mais qui va bien au-delà, puisqu'il s'est toujours impliqué sur la formation et sur le training. Et quand vous voyez qu'un Christophe Guyot, avec le palmarès, la carrière qu'il a avec son team, avec son équipe, est aujourd'hui tous les mercredis, comme le disait tout à l'heure Laurent, sur le circuit Carole avec les jeunes pour les former. Et moi, parce qu'on se parle quasiment toutes les semaines, à chaque fois il m'en parle avec autant d'enthousiasme, tellement d'enthousiasme qu'il s'en est pris une bonne hier. Et je pense beaucoup à lui parce que heureusement, a priori, son épouse Brigitte nous a confirmé que bon, voilà, il se remettrait et ça ira. Mais côte, poumon, cheville, clavicule, bon, voilà, il a fait une belle cabriole. Et donc, on pense beaucoup à lui parce qu'il s'investit comme on aime bien que les acteurs Yamaha s'investissent. On l'a vu animer d'ailleurs des forums avec Alexandre Kowalski et puis les intervenants et les représentants de la marque. Sur oui, absolument. Terrains. Milko, l'entraînement a repris pour toi? Oui, l'entraînement a repris. Pour l'instant, donc j'attends de savoir les dates du championnat de France Élite qui devrait peut-être reprendre vers le mois d'août ou septembre. Et après, surtout, moi, la grosse mission, c'est l'Enduropal du Touquet et les courses de sable qui commencent en octobre. Donc ça reste mon objectif principal et on sera prêt. Est-ce que pour s'entraîner pour l'Enduropal du Touquet, est-ce que c'est un entraînement de quelques mois précédant l'événement ou c'est un entraînement toute l'année? Ça reste un entraînement toute l'année. Le championnat de France motocross me permet de garder une technique qui est très importante pour les courses de sable. Donc c'est vraiment un entraînement sur l'année. Après, la préparation sable pure commence le 1er septembre, on dirait. Et après, c'est 5 mois à bloc dans le sable. Donc c'est copieux, mais c'est vraiment sympa à faire. Justement, cette année 2020 qui est vraiment particulière, avec cette saison qui va être forcément décalée, enfin on l'espère en tout cas que ça va reprendre au mois d'août, est-ce que ça va chambouler un peu ton programme d'entraînement? Parce que ce qui veut dire que si, comme tu disais, le championnat de France Élite reprend au mois d'août, début septembre, ça va forcément décaler le calendrier sable. Est-ce qu'à un moment, peut-être, tu t'es déjà projeter plus loin et poser la question, est-ce qu'il va falloir faire un choix peut-être durant la période octobre-novembre? Là, c'est justement la question. On attend de savoir les dates. Pour l'instant, ça parlerait jusque fin septembre. Sachant que la saison sable reprend en octobre, il y aura un choix à faire. Pour moi, personnellement, le choix est fait. Hein. Le sable est plus important et la victoire au Touquet notamment. Yamaha détient le record. J'ai pu ajouter 2 victoires. Donc, le but est d'en mettre une 3e et continuer à... J'ai re-signé 2 ans avec Yamaha. Donc, si je peux aller en gagner 2 victoires au Touquet, c'est vraiment le but. Ce qui porterait ton total à 4, c'est ça? Tu en as ça. déjà 2 des victoires. J'en ai 2. Le but, c'est de gagner les 2 prochaines, hein, forcément. Arriver au record de Jean-Claude Mousset qui a 4,
ça trotte au coin de ma tête. Puis après, il y aura Arnaud de Mester à aller chercher, ça sera un peu plus compliqué. Là, il y a je du te le souhaite, boulot, cette c'est pas ce que je voulais victoire, dire. Mais Oui, mais on n'a pas dit qu'on souhaitait signer que pour 2 ans. Donc on verra. L'histoire est longue. Yamaha aime bien s'investir sur ses pilotes et je crois que clairement Milko, il représente beaucoup. Il représente un ambassadeur aujourd'hui formidable sur des courses de sable sur lesquelles Yamaha a toujours été très attaché, et ça remonte évidemment à Jean-Claude Olivier. Il y a une espèce d'empreinte comme ça, forte, de la marque et des hommes. C'est vrai qu'on parlait de Mester ou de Jean-Claude Mousset, mais moi je pense aussi à Tim, je pense aussi la famille Potisek a été quand même très liée à Yamaha et au Touquet, d'abord au Touquet et aussi à Yamaha. Et je trouve que c'est aujourd'hui cette harmonie qu'on arrive à construire avec Milko, qui est un sportif de haut niveau. Là. Il est très modeste, mais il s'entraîne évidemment toute l'année. Et à chaque fois qu'il s'est testé en motocross et même en MX GP, parce qu'il a fait quelques MX GP, il y a du niveau. Donc évidemment que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et nous, on est là pour soutenir sa réalisation. Donc les 2 victoires, moi je suis preneur, mais essayons d'en faire plus. Ouais, surtout que malheureusement, l'histoire avec Tim était au début de l'association. Non, avec ça a été Yamaha. un choc terrible. On s'en rappelle bien, puisque malheureusement Tim s'était mortellement blessé en entraînement alors qu'il venait de signer chez Yamaha. Absolument. Les compétitions justement vont reprendre à huis clos, notamment le MotoGP dont le calendrier est sorti, l'endurance, Eric. Ouais. Les 24 heures du Mans. Ouais, les 24 heures du Mans à huis clos, ça va être surprenant. On parlait de l'exemple du Touquet. Là aussi, ça va être surprenant, peut-être même inquiétant, je dirais, parce que c'est quand même, ça sera une première. Après, il y a beaucoup d'interrogations, notamment sur la participation des petites équipes privées qui disent, bah voilà, nous on a des partenaires et c'est souvent des partenaires locaux, donc au niveau de la Sarthe, et ils se posent la question de savoir est-ce qu'il faut y aller parce que ils peuvent pas entre guillemets inviter leurs partenaires, leurs mécènes, leurs sponsors. Comment ça va être géré? Ça va être problématique, d'autant qu'il y a en plus des normes à respecter au niveau du nombre de personnes dans les équipes, donc ça va pas être simple à gérer. Eric, tu es très bien informé en général. Je voudrais savoir, le Grand Prix de France, huis clos, pas huis clos? Non, je ne suis pas plus informé que les copains. Moi, je voudrais vraiment saluer la motivation et l'intégrité de Claude Michy, parce qu'en tant que promoteur individuel, il a pris la décision d'organiser, quoi qu'il arrive, le Grand Prix de France, même si cela devait être à huis clos. On parle de MotoGP. Et évidemment, à huis clos, on imagine bien que la balance économique n'est pas la même pour un organisateur. Et je trouve que c'est vraiment à saluer, parce que ça montre toute son intégrité à défendre le statut du sport moto en France, et je trouve que c'est un acte courageux qu'il faut essayer de soutenir. Maintenant, j'espère pour lui que d'ici la date retenue, on sera à la rentrée, les mesures gouvernementales permettront peut-être de libérer et de passer à un événement avec public, parce que ça voudrait dire aussi que le Touquet sera bien avec public et que Milko sera soutenu. Mais voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas plus d'informations que les autres, et on espère tous par contre. Milko, une dernière question. Tu m'as dit tout à l'heure que tu t'intéressais au MotoGP depuis cette année. Pourquoi ? Et à vrai dire, c'est vrai que je ne regardais pas énormément. Le MotoGP, pour moi, c'était Valentino Rossi. Et depuis que Fabio Quartararo est arrivé, ça a mis un petit coup de boost, je dirais, et de jeunesse dans le MotoGP. Donc c'est vrai que maintenant, je regarde de temps en temps. En attendant, nous, on va se quitter. Merci Eric, merci Milko. Eric, c'était bien. Oui, merci. Ouais, merci à toi. Et sans concession, ça continue dès la semaine prochaine. À très bientôt. Salut.